Bonjour et bienvenue à Amour et Magie, le podcast sur la spiritualité, le développement de soi, le lifestyle et aussi l'amour qu'on veut vraiment explorer aujourd'hui avec vous. Là, moi, je ne tiens pas en place, je dois le dire. J'ai très hâte de vous le présenter. C'est un de mes personnages, de mes personnes préférées sur cette planète, clairement dans mon top 5. Je vais dire top 3. Je l'ai invité il y a déjà presque un an. On attendait ce timing céleste qui se présente, puis c'est maintenant. On te reçoit au sujet principalement du dating, sans te nommer spécialiste du dating parce que ça serait vraiment weird. Non, ça serait pas une belle qualité. Mais je peux vous dire qu'il est passionné de psychologie. On aurait une longue histoire à vous faire sur notre rencontre, sur nos synchronicités, mais je pense qu'on n'a même pas le temps de rentrer là-dedans si on veut aller vers notre sujet. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de partager notre histoire aux auditeurs éventuellement. Qu'est-ce que je peux dire avant ton sujet? Moi, c'est rare que je demande un conseil à quelqu'un. Toi, tu le sais. Mais quand j'ai un conseil à demander, surtout au niveau relationnel, c'est à toi, Octavio Corriveau. Merci d'être ici. Eh bien, tout d'abord, merci les filles. Merci de m'avoir ici. J'ai été accueilli avec plein d'amour. Puis oui, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Je considère aujourd'hui que le Québec vit une crise de l'intimité. Ça serait difficile à déterminer si on n'avait pas des statistiques qui pointaient en ce sens. Il y en a beaucoup. Puis je pense que il y a 2 points principaux qu'on va pouvoir adresser là, lors du podcast, que je pense qu'ils en sont la cause. Puis je vais en parler, je vais ouvrir une discussion parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Puis il faut ouvrir un dialogue par rapport à ça. La première chose, c'est le monde du dating avec les dating apps, que je pense que les gens ont plus d'histoires négatives à raconter par rapport à ça que de positifs. Puis la deuxième chose, qui est peut-être un petit peu moins évidente, puis qui s'immisce peut-être un petit peu plus quand on est rendu dans une relation un petit peu plus long terme, c'est les rôles de genre. Donc, je pense qu'on a une crise de rôle de genre aussi. Mm-hmm. Moi, ce qui me fait passer à l'action puis qui me a fait « Rox, je veux rentrer, je veux être là, faut qu'on en parle absolument », c'est quand j'ai écouté le documentaire Alpha. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les filles. Moi, j'ai trouvé qu'on a manqué une opportunité immense de justement parler de l'identité de genre, puis de parler que les hommes aujourd'hui ont pas de modèle de masculinité positive. Ils sont perdus. On est complètement égarés. Oui. J'en fais partie. Moi, je considère que en tant qu'homme, j'ai arrêté d'être perdu dans la dernière année. OK. Parce qu'avant ça, j'essayais de jouer un rôle qui m'appartenait pas. Parce que j'avais mêlé toute la masculinité avec la masculinité négative. Fait que j'avais juste fait, tout ça, c'est mauvais. J'ai mis de côté. Ça faisait que, j'avais pas des relations satisfaisantes. Les femmes avec qui j'étais avaient pas le rôle exactement qu'ils voulaient. Moi-même, j'ai l'impression de jouer un rôle dans une pièce de théâtre qui m'appartenait pas. Puis... C'était pas aligné, là. C'était pas aligné. Puis je trouve malheureusement que lors du documentaire Alpha, il y avait une opportunité grosse comme ça de dire, voici ce qui se passe. Les jeunes ont des mauvais modèles. Andrew Tate vont vraiment avoir des comportements qui sont carrément misogynes. Ouais. Ce qui est vrai, ce qui est malheureux, mais puis je trouvais que c'était associer l'argent de faire du cash à être un mauvais chum, tu sais, c'est tous des repères pas rapport, là. C'est tous des repères pas rapport, non seulement ça, mais moi, je suis habitué, je sais pas pour vous, mais si on fait une thèse à l'école, on écoute un documentaire, il y a toujours une genre de piste de solution à la fin, avec une genre d'ouverture. Puis c'était comme, non, faites pas ça. Il y avait pas deux biais non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ils ont présenté juste les mâles alpha, mais ils n'ont pas présenté justement, comme tu dis, de solutions, de bonnes manières de penser, là. Ouais. Puis si je comprends bien, ça fait mauvaise figure au masculinisme ou à cette effervescence-là de ce concept-là. Je pense que oui, parce qu'en fait, de mon impression, puis
je capotais parce que j'ai fait cette réflexion-là par moi-même. J'ai écouté un podcast de Chris Williamson, qui a un énorme podcast aux États-Unis. Il est arrivé à la même conclusion que moi, c'est que quand on va dire aux hommes, au large, dire, ben, faites attention au consentement, faites attention à comment vous traitez les femmes, comportez-vous de telle manière, donc, qui sont des comportements qui sont corrects. Souvent, le public cible, qui serait peut-être les gens qui écoutent Andrew Tate qui s'en foutent, ben, eux vont ignorer ces comportements-là. Puis les gars qui sont déjà gentils, qui sont déjà un petit peu insécures, peut-être, qui ont vraiment peur de faire un commentaire à une femme qui lui déplairait, vont juste s'abstenir. Puis juste, tout simplement, ben, décider, ben, j'ai peur de me faire un hashtag MeToo parce que j'ai dit un commentaire qu'elle voulait pas. Fait que ce que ça fait, c'est que tu divises. Les gars qui se font déjà dire qu'ils sont trop fins. Ouais, exactement. C'est eux autres qui vont absorber ce message-là, comme moi, je l'ai fait pendant longtemps, puis qui a fait que ben, j'avais embrassé mon côté féminin, qui était super embodied par mon background, mon enfance, interaction avec mon père, ma mère, mes amis, ma sœur. Mais mon côté masculin n'avait jamais été comme accepté, parce que pour moi, ben, c'était tout mauvais, puis j'avais tout mis de côté. Fait que c'est ça qui fait que qui fait que je suis ici. Puis je vous lance la question pendant qu'on est dans le sujet de la masculinité. Parce qu'on sait c'est quoi la masculinité négative. Je pense que c'est bien évident, la masculinité toxique, on peut tout donner des exemples. Ça serait quoi pour vous la masculinité positive? La sécurité, l'aspect sécuritaire, d'être protégé. Je pense que c'est un aspect que je peux voir. Ben, un invité qu'on a eu au début, qu'on parlait de tantrisme avec, il avait dit que la masculinité, c'était le contenant pour permettre à la féminité de s'épanouir. Wow. Puis je trouvais ça vraiment beau, puis ça résonnait avec moi parce que je trouvais que, mettons, moi, dans ma relation, mon chum me permettait d'être le meilleur que je peux être parce que il fait que le contexte, l'environnement, tout est comme tout est sécure. Il me donne des outils, il m'aide à travailler, puis je pense qu'on peut le faire autant en féminin qu'en masculin, mais ouais, c'est de même que je le verrais, d'être positif au sens très large, là, c'est très flou ce que j'ai dit, mais... Ouais. Je suis d'accord avec vos 2 points. Moi, l'image que j'avais entendue pour représenter ce que tu viens de dire, c'est que l'homme est le cadre et la femme est l'œuvre d'art. Oui, c'est exactement même chose. ça. Ouais. Puis pour revenir à ce que tu disais, la sécurité, c'est super intéressant parce que par défaut, par définition, la sécurité, ça vient avec une perte de liberté. Donc, par exemple, si je dis on va sur l'autoroute, il y a un code de conduite, tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais. Il y a une limite de vitesse, tu peux pas aller au-dessus pour ta sécurité. Il faut que tu attaches ta ceinture pour ta sécurité. Donc, sécurité veut dire aussi perte de liberté. Donc, si je vais te protéger, il faut à un certain moment que je sois capable, que tu te laisses faire à dire, ben ça, c'est la limite, puis tu pourras pas aller plus loin, puis c'est pour ton bien. Puis c'est là que, pour moi, je pense pas qu'il peut y avoir masculinité positive sans le féminin positif en contrepartie qui reçoit. Oui. Et qui accepte de recevoir. De recevoir, exactement. Ouais. Fait que pour moi, c'est une danse qui se fait à deux, puis je pense que la crise actuelle au niveau du rôle des genres est en partie imputable aux hommes puis à leur manque de rôle. Puis je pense aussi en partie avec les femmes qui se sont appropriées des essences masculines, entre autres, qui découlent... Puis les femmes ont continué quand même d'accomplir la mission physiologique qui est d'avoir des enfants. Ouais. Puis si l'homme a été tassé dans sa mission, dans ce processus-là, parce qu'il l'a été pendant un moment quand même, où on le voit encore. Tu veux dire qu'il n'est pas impliqué dans tout ce qui a rapport à la vie familiale avec les enfants? Dans la mission de protection ou dans la... Maintenant, il y a des femmes qui ont fait ces processus-là de donner la vie sans nécessairement le cadre. Oui. Ben, c'est sûr que le contexte social et technologique fait que les femmes ont de moins en moins besoin des hommes et les hommes ont de moins en moins besoin des femmes. Puis, avant la libération sexuelle des années 60, essentiellement, une relation de couple, c'était, il y avait pas nécessairement... on cherchait pas nécessairement l'amour. L'amour, pendant plusieurs centaines d'années, ça a été considéré comme une maladie, une faiblesse. Ouais. C'est pour ça qu'on dit tomber malade, tomber d'un pomme, tomber en amour, parce que c'est une faiblesse, ça te fait faire des décisions irrationnelles, souvent qui te désavantagent.
Puis le but, ben, essentiellement, c'était de faire un noyau familial. Puis, ben, il fallait que tu aies une relation, puis tu te maries, bon. Des alliances aussi, beaucoup. Ça a souvent été ça. Aussi, financier. Oui, exactement. Peu importe, Ouais. là. Puis ce qui est arrivé, c'est que dans les années 60, à partir du moment qu'il y a eu de la protection qui était fiable, ça l'a libéré les femmes. Puis ça leur a amené beaucoup de bonnes choses. Ça a été ce qui a enclenché le féminisme, c'est que la femme n'était plus obligée d'être tout le temps enceinte, n'était plus obligée de seulement coucher avec quelqu'un dans le but de se marier, pouvait décider d'aller voir ailleurs, tandis qu'avant, ben, c'était honteux si t'étais enceinte, t'étais pas marié. Donc, ça leur a apporté de l'indépendance financière, sociale, psychologique, etc. Ce qui était des super bonnes choses. C'est super important que les femmes puissent, mettons, aller voter, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Puis... Le contrat se renégociait à ce moment-là. Exact. Les pendules avaient changé. Puis... je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça a été le premier domino qui a amené à la situation qu'on est aujourd'hui, de dire, bon, ben, initialement, l'homme était protecteur, l'homme était pourvoyeur. Je pense que protecteur dans un sens physique, je pense que ça s'applique plus autant, en tout cas, peut-être pas pour les gens qui habitent au Québec, mais je pense qu'il y a un aspect de protection, peut-être plus psychologique, émotionnel, de pilier fondateur qui est super important, que les hommes ont comme abandonné. Puis, je sais pas pour vous... Ça veut pas dire que tu peux pas faire le lavage, là. T'sais. Exact. Non, mais non, je suis d'accord. C'est plus aussi, on se mêle dans les... Tu sais, ça, c'est au sens spirituel, là, le contenant et la protection et un sens de sécurité, comme tu dis. Fait que c'est pas il va me défendre de l'ours qui va arriver dans mon ou tu sais, de la on guerre. espère qu'il va le faire si ça arrive, mais ce sera pas son rôle principal. Oui. Mais des rôles définis dans tout projet amènent quand même une certaine structure, puis l'ascension, la réalisation du projet en soi. Tu soulèves un point tellement important, puis je pense que c'est une chose qui est ultra importante à faire, autant dans les premières phases du dating que plus la relation avance, c'est de dire, c'est quoi mon rôle dans la relation? Qu'est-ce qui est mes responsabilités? Qu'est-ce qui l'est pas? Tu t'attends à quoi de moi? Et moi, je m'attends à quoi de toi? Ça a l'air vraiment niaiseux, on le prend pour acquis, on n'en parle pas, mais je pense que ça va faire une énorme différence dans comment les gens vont approcher le dating, parce qu'avant, ben, je me cherchais quelqu'un avec qui me marier, puis c'était évident, c'était pour avoir des enfants, puis on allait passer notre vie ensemble, puis c'est tout. Mais là, avec justement la pilule contraceptive, ensuite j'ai envie de dire les réseaux sociaux, mais je veux dire les réseaux de rencontres qui arrivent, ben c'est sûr que là, on se retrouve à avoir des relations floues. Parce que là, est-ce que tu es un divertissement? Est-ce que je cherche quelque chose qui pourrait aller plus loin? Est-ce que moi, je cherche l'amour de ma vie? Puis les gens, malheureusement, vont peut-être pas être honnêtes pour obtenir quelque chose d'autre. Fait que ça a vraiment floué c'est quoi le sens? Comment est-ce qu'on s'en sert? Puis pourquoi? Puis ben, malheureusement, ben, on fait le constat. Je voulais en profiter pour en parler un petit peu de... Il y a du vocabulaire qui s'est créé pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans le dating aujourd'hui. C'est un petit peu triste, mais je pense qu'en même temps, d'être capable de le nommer, ça nous aide à identifier c'est peut-être quoi qu'on vit, c'est peut-être quoi le problème, puis ensuite trouver une solution. Fait que tout le monde le connaît, le fameux ghosting. Donc, quelqu'un on a une relation à un certain niveau d'intimité qui peut être... On s'est vu en personne ou juste on s'écrit depuis un moment, disparaît. On a le breadcrumbing. C'est des expressions anglophones, là. Le breadcrumbing, donc qui est en fait laisser des miettes de pain. Ça veut dire que je vais te laisser le minimum d'intérêt juste pour te garder actif. Donc, juste comme j'arrête de penser à toi, tu m'envoies un petit texto. Le dossier est ouvert. Juste pour bien comprendre ce qu'on mentionne ici, c'est qu'il y a un langage pour expliquer la game. Il y a un langage pour expliquer des phénomènes nouveaux qui sont issus depuis que les gens utilisent le dating, donc les applications de dating. Puis on le sait, on est dans du jetable, on est dans de l'instantané. Puis toute la société en général s'en va vers ça, vers la gratification instantanée. J'ai été voir un show d'improvisation dernièrement, puis il y a quelqu'un qui célébrait ses 25 ans d'impro, puis il racontait à l'époque, te souviens-tu, quand on voulait écouter de la musique, on allait au magasin avec notre vélo, on s'achetait un 45 tours, qui était un vinyle avec une track, on prenait le vélo, on revenait, on l'écoutait, puis on espérait vraiment que c'était une bonne tune. Parce qu'on avait acheté une track. Puis je pense que tout se passait plus lentement à l'époque. Ouais. Puis aujourd'hui, on peut se faire venir de la bouffe, on peut se faire venir n'importe quoi au bout de notre téléphone, puis malheureusement, on peut swiper à l'infini aussi.
Puis ça, je pense que ça s'est transposé dans le dating. Ça devient vide. Ça devient C'est sûr que ça vide. crée une souffrance, là, le nombre de monde qui ont de la peine pour vrai, pour du ghosting. Énormément de souffrance, perte d'estime. Ouais. Puis ça va mener ultimement là, tout ce nouveau vocabulaire-là qui a dû exister parce que c'est des phénomènes qui arrivent, qui sont fréquents au point où les gens ont décidé de les nommer. Je sais même pas s'ils ont des mots en français. D'après moi, ils doivent avoir tous des traductions parce que c'est des phénomènes réels que les gens vivent. Puis ça mène à ce qu'on appelle le dating fatigue. Ultimement, je suis écœuré émotionnellement, psychologiquement de faire le processus de dating, mais j'ai pas été capable d'aller chercher ce que je veux. Puis ultimement, les incels, probablement que vous avez entendu parler, c'est un terme un peu péjoratif qui est un porte-manteau de involontaire célibataire. Donc les incels, c'est des gens qui sont involontairement célibataires. C'est un terme anglais à la base, involuntary celibacy, je pense. Ouais. Nous interrompons ce podcast pour vous parler de nos entreprises. Alors, moi, c'est Maddy Malone Beauty à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je fais des extensions de cils, des soins de la peau. Alors, je vous reçois dans une ambiance qui vous déteint, qui vous rendra encore plus belle que vous l'êtes pour faire magnétiser votre beauté. Alors, c'est nos entreprises qui financent ce podcast. Alors, venez nous voir. Exactement. Puis allez la voir, c'est vraiment une perle, en plus de passer du temps en sa compagnie. Pour ce qui est de mon entreprise, c'est la clinique Lazen à Varennes. On fait de la massothérapie, de l'esthétique, des soins au laser. Et maintenant, Gabrielle offre aussi l'endermologie. Et donc, on y prend soin de vous. On est dans un super bel endroit aussi, au bord de l'eau. Super relax. Qu'on y est bien, puis on espère vous y recevoir. Bon podcast! Bon podcast! Salut, c'est Octavio Corriveau. Bienvenue au Amour et Magie podcast. Merci les filles de m'avoir. J'en profite pour vous parler brièvement de mon projet. Parlons Dating QC. Donc, c'est pour rassembler une communauté autour du dating, qu'on en parle, des bons coups, des histoires plus rigolotes aussi, pour éventuellement, créer une app de dating qui va faire du sens pour tout le monde, qui devrait sortir en 2026. Si vous voulez être au courant des dernières tendances et de ce qui arrive avec mon projet, allez liker le groupe sur Facebook. Puis je vous souhaite un bon visionnement. Parce qu'ils sont tannés. Épuisés aussi. Dans le fond, le dating fatigue, c'est des gens qui sont épuisés du dating. Ouais, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup dans mon entourage. Je peux comprendre, là, c'est énergivore à chaque fois là, que tu rencontres quelqu'un de nouveau puis tu reposes les mêmes questions. C'est quoi ta date de fête? C'est ton signe astrologique. Puis, mais est-ce que aussi, je vous le pose parce que vous avez plus d'expérience de dating que moi, mais j'imagine qu'à notre âge, on en est tous dans la trentaine. Avancé. Oui, c'est ça. fait à la longue, est-ce que vous y croyez moins aussi à la longue? Je veux dire, ton premier amour dans ta vie, là, même si c'est la pire personne red flag sur la terre, là, tu penses que tu vas faire ta vie avec cette âme sœur. Moi, je suis certaine que la désillusion, elle est répandue. Ça doit être plus dur d'y croire après 4-5 débats. Mais c'est ça un peu déception. C'est ça le problème, c'est que les gens ils ont toutes sortes de bagages différents. Puis, ce qui arrive, c'est que quand tu arrives dans une nouvelle potentielle relation, en théorie, tu devrais faire page blanche. Parce que si les 5 personnes d'avant t'ont fait telle affaire... C'est dur! C'est dur, mais c'est parce que sinon, comment tu peux être disponible? T'as raison. Fait que c'est ça. Moi, c'est un des conseils que j'ai vus en ligne qui circulent beaucoup, que je recommande aux gens, c'est être dans le moment présent quand tu fais, dans l'étape où tu es. Seulement. D'arrêter de comparer au passé. D'arrêter de comparer au passé, mais aussi pas essayer de rentrer la personne dans le moule futur que tu veux qu'elle rentre. Parce que si tu avais une aptitude magique, puis tu pouvais exactement savoir qui fitait dans ton moule parfait, tu serais déjà dans cette relation-là. Probablement. Ouais. Right? Donc, ça veut dire probablement qu'il faut que tu essayes autre chose que tu n'as jamais essayé. Oui. Pour te rendre dans une relation confortable. Peut-être faire l'inverse de ce que tu avais tendance de faire. Ouais. Surtout si tu as eu beaucoup de relations qui n'ont pas fonctionné. Mais malheureusement, c'est toi le point en commun avec dans ces situations-là. Fait que d'être vraiment dans le moment présent puis de dire, regarde, peut-être que juste ce texting-là mènera à rien. Peut-être j'ai eu une date, je te propose une date, peut-être ça ne marchera pas, peut-être ça va fonctionner. Peut-être tu te rends à la date, peut-être tu sais que ça ira pas plus loin, mais si tu as du fun à chaque étape, en n'ayant pas d'attente,
il y a beaucoup moins de chances que tu te fatigues. Il y a beaucoup moins de chances que tu mettes un pattern sur quelqu'un qui en a pas parce que t'es épuisé de ton passé. Puis tu peux te laisser surprendre à dire, ben, j'ai toujours pensé que c'était X genre de gars que j'avais besoin, Y genre de fille. Mais finalement, dans mon processus, j'ai ouvert mes horizons. J'ai fait toutes les étapes en n'ayant pas d'attente sur le futur. Puis je me suis fait surprendre avec un modèle complètement différent. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté, puis ça m'a fait tellement du bien de juste dire, je vais faire quelque chose qui est vraiment l'opposé de ce que je pensais. Complètement quelque chose de différent. Puis j'ai vécu dans le moment présent, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Puis j'ai la relation, c'est pas officialisé, on n'est pas en couple, on est en situationship, pour rajouter un autre vocabulaire, qui est dans le fond des gens qui sont en couple sans engagement, grosso modo. Puis, tu sais, c'est la relation la plus satisfaisante que j'ai eue de ma vie. Puis je pense que c'est beaucoup, justement, à cause vouloir briser des patterns. J'ai pas aucune attente. Puis ça, c'est un challenge de vie. C'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est tellement... Tu peux pas être déçu. Donc, la seule chose qui peut t'arriver, c'est que tu es agréablement surpris. Ouais. Puis même quand je me dis, hey, on va se voir demain, je me dis, peut-être ça se passera pas. Puis c'est correct aussi. Puis je pense que ça va faire que les gens sont juste vraiment moins déçus. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est beaucoup plus dur de vivre ça à 20 ans, là. De pas avoir d'attente? Ouais. Ben même dans trentaine, je veux dire, c'est tough, là, quand même, mais... As-tu des attentes? Ben non, moi, Oli puis moi, Octa puis moi, on est tellement synchro qu'on vit pas mal la même affaire en ce moment. Ouais, c'est vrai. Elle a une relation... On est toujours de même. Ouais, on est in sync. Ben, on en a parlé, j'en ai parlé, puis... Mais j'ai eu la brillante intuition de l'appeler quand j'étais sur ce chemin-là, de prendre des décisions différentes, de changer mon setup, mon mindset par rapport au dating, par rapport à comment j'allais le faire, puis qu'est-ce que la personne devait être pour moi, puis juste comme me laisser surprendre aussi. Puis à date, je suis vraiment pas déçue de cette relation-là. Ben, de cette approche, surtout, de cette relation-là, évidemment. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont dire, bon, ben, sur les dating apps, mettons, moi, je suis un gars, puis je swipe des filles, moi, dans mes yeux, dans mon univers, dans mon téléphone, je suis le seul homme et j'ai un choix infini de femmes. Donc, c'était facile de se dire, ben, il y a forcément une fille qui va correspondre à tous mes critères là-dedans. Ce qui fait que les gens ne s'engagent pas puis ils vont faire du jetable. Mais c'est ça un des paradoxes aujourd'hui. There's better. Il y a mieux. C'est un piège. Ouais. Parce que... Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Exactement, peu importe. C'est juste que là, c'est plus dans ta face. Ouais. Puis en plus, ben, les gens se vendent. Fait que c'est ce que les gens vivent. Puis c'est ça que je m'en allais. C'est un piège de penser qu'il y a toujours mieux. J'ai perdu le fil où je m'en allais avec ça. Non, mais tu me fais penser à... Parce que tous les deux, se connaissant quand même bien, on avait tous les deux une checklist avant. Oui, c'est là que je m'en allais. On avait la checklist, puis avec certains points qui n'étaient pas encore remplis. Fait que là, t'attendais ce prince ou cette princesse. Non, pas rien que ça. Tu rencontrais une personne qui checkait 10 sur 12 de tes points avec l'espoir que les 2 points dans le futur allaient se remplir parce que cette personne-là allait changer. Ou allait... Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec une liste, puis c'est là que je m'en allais. T'as rattrapé mon dé complètement, Rox. On est in sync. C'est que à chaque fois que tu rajoutes un critère, tu divises en 2 ton pool. Fait que, mettons, je dis, ben moi, je suis intéressé aux femmes. Tu coupes la population en 2. Je veux une fille qui a tel critère. Tu peux facilement couper en 4 ou en 5. Mettons, je veux une blonde, ben c'est 1/3. Puis là, ben rapidement, tu te retrouves à ce que peut-être une personne sur 200 qui va fitter ces critères, une sur 500. Fait que c'est... Imagine-moi que je checkais les signes astrologiques, l'âge. Non, ça fait pas de sens. Puis, encore une fois, si ça fait plusieurs fois que tu fais du dating, ça marche pas, ben probablement que ta liste, elle est pas bonne. Retourne au corps, dire un critère ou 2 critères absolus. Puis souvent, ben je veux... Tu sais, tiens-toi-en au green flag, donc tu sais, ce qui est sain. Pas nécessairement un critère d'apparence ou un critère de... Tu peux tellement être surpris. Tu sais, la question à te poser, c'est si la personne était parfaite, mais elle n'avait pas ce critère-là, tu serais-tu en relation avec? Ben, moi, je vais dans votre sens parce que quand j'ai rencontré mon chum, on avait 18 ans, fait qu'on n'en avait pas de checklist. Puis j'ai toujours dit à mes amis que ça, c'était une grosse différence. Je pense pas qu'aujourd'hui, je rencontrerais mon chum dans l'état qu'il était à 18 ans,
que je sortirais avec, puis je pense pas qu'il sortirait avec moi. Parce que quand t'es jeune, t'as 18 ans, t'es comme, OK, ben on va se prendre pour une été, puis ça va être bien correct. Puis finalement, de fil en aiguille, c'est resté comme ça. Mais aujourd'hui, je vois mes amis célibataires, pas rox, là, mais qui ont des listes, mais que c'est indérogeable, tu sais. Puis ça a l'air tough. Puis je comprends qu'il y en ait aussi parce qu'ils ont vécu des choses puis ils veulent pas revivre les mêmes choses. C'est des mécanismes de protection qu'on s'installe peut-être aussi? Oui, je pense que oui. Mais je pense qu'il y a une différence entre un critère 5, comme par exemple, je veux quelqu'un qui est honnête, je veux quelqu'un qui est ponctuel, je veux quelqu'un que sa maison est propre, je veux quelqu'un qui a une job. Je veux une bonne personne. Puis quelqu'un que je veux qu'il ait telle grandeur, tel chiffre d'affaires, une fille qui a tel feature. C'est très différent. Fait que je suis pas contre les critères, mais c'est juste, est-ce que c'est des critères qui sont superficiels dont tu pourrais te passer ou sont des critères pour que ça soit sain? Oui. Puis là, il faut vraiment essayer d'enlever tout ce qui est plus superficiel. Moi, j'ai juste gardé les deal breakers, là, tu sais, les gros deal breakers. Ouais, à partir de là. Comme habiter en Australie. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, l'autre personne habite en Australie. Ouais, ça, c'est un bon deal breaker, ça. C'est parce qu'elle en a eu. Relation à distance. Been there, done that. Ouais, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont bien là-dedans. Oui. Il y a des gens c'est qui ça, sont mais moi, corrects j'ai établi peut-être 2-3 gros deal breakers. Ouais. Puis après ça, ben, je me suis ouvert. C'est sûr, ça change la donne. Puis pour faire un lien, dans le fond, parce que j'ai déjà dit, bon, les dating apps, je pense que les gens le savent beaucoup. C'est très clair, c'est quoi les problèmes par rapport à ça. Puis après ça, ben il y a l'identité de rôle. On en a parlé un petit peu. Très important. Un concept que je trouve super intéressant, que c'est Dr. Arjen Taraban, c'est un psychologue aux États-Unis, qui m'a partagé. Puis moi, ça a été mon déclic qui a fait que j'ai changé complètement ma dynamique de relation, qui retourne un petit peu plus vers un modèle de relation un petit peu plus traditionnel. C'est-à-dire que l'homme est un petit peu plus... va comme un peu l'idée. Donc, tu sais, comment il appelle ça? C'est le capitaine et le passager. OK? Puis là, à chaque fois que j'en parle à des gens, c'est toujours intéressant parce que les gens ont toujours une résistance en se disant « ça, Colin, il me semble que c'est la première porte vers un abus. » Tu sais, de donner confiance à quelqu'un, du contrôle à quelqu'un, c'est la première porte vers une exagération. Puis c'est effectivement le cas. De la même manière que, ben écoute, si tu prends ton char, ça se peut que quelqu'un s'endorme au volant puis que tu fasses un face-à-face avec. Il y a un risque. Il y a toujours des risques. On pourrait dire, ben écoute, on marche tout à pied, c'est trop dangereux les chars. On a des autos. Fait que moi, je pense qu'il y a une dynamique qui est plus naturelle pour l'homme et la femme où, pour la majorité des cas, il y a des exceptions dans tout ça, mais un concept où le gars est capitaine puis la fille va être passager pour la majorité du temps. Puis dans des relations homosexuelles, bisexuelles. Il y a toujours une espèce d'énergie. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Fait que ça serait l'énergie masculine. Je pense que oui. Puis je connais des gens où la femme, elle est capitaine, l'homme est passager. Mais ce qui est le fun, c'est Et ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne moins. Ça peut fonctionner aussi bien. Si c'est juste pas pour la majorité des gens. Ouais. C'est parce que on voit comme s'il y avait une hiérarchie en le disant de même. Mais le problème, c'est quand le passager n'est pas heureux d'être passager. Mais je veux juste le définir avant qu'on aille plus loin parce que j'imagine qu'il y a bien du monde qui sont un petit peu confus. Qu'est-ce qu'on entend par capitaine et passager? Donc, moi, de la manière que je le vois, ça pourrait être un petit peu comme le capitaine d'une équipe sportive. OK? Donc, c'est quoi le but du capitaine de l'équipe sportive? C'est pas d'avantager plus sa position, c'est d'avantager la position de l'équipe. Ouais. Puis lui, ce qui, en général, c'est la personne qui a un petit peu plus d'expérience, peut-être un petit peu plus avancée dans sa vie en général, puis qu'il a peut-être une vision un peu plus claire, puis une vie un petit peu plus construite, concrète. Puis il veut amener les gens dans son équipe à la destination que tout le monde s'est mis d'accord qu'il voulait aller, que ce soit gagner une coupe ou peu importe. Fait que l'idée, c'est que... Mais il court peut-être un petit peu moins vite. Fait qu'il y a... Je sais pas s'il court moins vite. Ça va dépendre. Non, mais pour rééquilibrer, c'est comme s'il met en valeur aussi les talents de son équipe, que peut-être lui, ne peut pas le faire seul. Exactement. Oui, exactement. Parce que dans le fond, ce qu'on a tenté de vouloir faire, c'est de dire, ben écoute, depuis la libération sexuelle, l'émancipation de la femme, tout ça, on veut l'égalité. Puis je pense que c'est parfait. On devrait, par rapport, mettons, l'équité salariale, moi, je trouve que ça fait pas de sens qu'encore aujourd'hui, les femmes ne soient pas payées autant que les hommes. Mais de dire que tout dans la relation doit être égal.
Si moi, je vide la vaisselle une fois, toi, tu dois vider la vaisselle une fois. Si on a une décision à prendre, à chaque fois, il faut qu'on se consulte les deux. Il n'y a personne qui a une marge de manœuvre pour prendre une décision qui implique les deux. C'est là qu'il y a des conflits. C'est là aussi, je pense, que la femme elle va avoir tendance, dans le rôle de passager, à perdre l'attraction sur son homme. Mais en même temps, ça va des deux côtés parce qu'il faut qu'elle lui laisse l'espace pour prendre des décisions que parfois elle ne sera pas d'accord, mais qui se rendent plus fort dans son leadership en renforcement positif. Puis, de la manière que je pourrais l'imaginer, une autre image, mettons, le capitaine et le passager, c'est de dire, mettons que je m'en vais en randonnée. Moi, je suis le capitaine, je suis avec une fille qui va être ma passagère dans le concept ici, puis vous allez remarquer que vous le vivez aussi avec vos amis. Dans un groupe, naturellement, il va y avoir des capitaines. Il y a des leaders naturels dans un groupe. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est vraiment pas grave. Mais quand on sait c'est quoi notre rôle, on est capable de mieux jouer. Donc, mettons qu'on va faire une randonnée. Moi, je sais que en général, probablement, je suis capitaine, c'est celui qui a fait le plus de randonnées. Donc, je sais quelle montagne je vais aller. Je sais que je suis capable d'aller super vite. Je sais qu'il y a une belle vue, mettons, en haut de tel mont. Un bon capitaine, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas faire ce que lui, ça y tente. Il va pas aller faire la randonnée super difficile. Il y a un passager. Donc, lui, sa job, c'est de savoir c'est quoi les aptitudes de mon passager. Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon passager? Puis je vais lui montrer, puis on va faire la vitesse que mon passager veut, puis je vais pas lui demander nécessairement. Ça passe aussi par je te connais, je vais te faire une surprise, ça va être cool parce que je te connais, puis tu me tiens à cœur, puis je vais t'amener voir une belle vue parce que je sais que toi, t'aimes ça. Fait que ça va être un peu le rôle du capitaine. Puis il travaille un peu dans les coulisses. S'il se perd en route, il va pas le dire à son passager pour l'inquiéter. Il va faire comme si tout était beau. Il va l'amener jusqu'en haut. C'est lui un peu qui... Il va ravaler des fois sa peur juste pour que le passager, puis la femme, dans le cas où elle est passagère, puisse justement se détendre. Puis il devient comme un pilier tellement fort qui va tellement réduire le niveau d'anxiété de la femme quand c'est bien fait. Puis moi, c'est ce que j'ai expérimenté d'une manière qui est comme wow, c'est un peu comme le prince charmant. Mais le prince charmant, il faut que tu lui laisses son leadership. Mm-hmm. Tandis que le passager, lui, il comprend la mission. On s'en va en randonnée. Comment est-ce que je peux faire pour aider? C'est pas moi qui va faire la direction. Je connais pas nécessairement les montagnes, mais je sais que il pensera sûrement pas à s'amener des bas de rechange puis il va pleuvoir. Je vais y amener des bas. Je vais supporter la mission. Je vais être comme le copilote. Fait quand on arrive à une intersection dans la montagne, on va pas chicaner les deux pour savoir qui va où. Fait que les gens vont penser des fois que quand j'explique ce concept-là, que le capitaine et le passager, quand ils sont vraiment pas d'accord, que le capitaine va avoir le dessus, on pourrait dire. Mais pas du tout. Quand les deux sont pas d'accord, vous avez une discussion puis les deux votes sont aussi importants. Mm-hmm. C'est quand on est proche d'une décision l'une de l'autre, quand il y a comme presque un autre genre, moi ça me dérange pas, le capitaine prévaut parce que il a plus d'expérience, parce que c'est lui qui va prendre la responsabilité. Si on se perd, si on se fait mal, c'est vers lui qu'on va se retourner. Puis cette dynamique-là a créé une attraction vraiment forte, réciproque, puis a créé un cercle vertueux qui est l'inverse d'un cercle vicieux, où t'as pris le lead, merci, c'était cool, je me sens en confiance, j'apprends à te connaître, je continue de prendre des initiatives, puis là, on décharge la femme de... Aujourd'hui, ce qu'on se fait dire, hey, j'ai tellement de charge mentale. Toutes les femmes qui sont en couple vont dire, j'ai tellement de charge mentale, mon chum, c'est comme un enfant, mais il peut pas prendre aucune décision par lui-même. Fait qu'il y a un genre de paradoxe. Fait que ce que moi, je recommande, puis ce que j'ai fait dans ma relation qui me fait tellement de bien, c'est... si, mettons, je suis pas certain d'une entreprise que je vais prendre, je vais lui demander, puis je m'en souviens, je lui redemande plus, puis je prends l'initiative avec le meilleur de mes connaissanses. Mm-hmm. Je vais faire beaucoup de surprises, parce que je sais qu'est-ce qu'elle aime, je vais rester dans le cadre de ce qu'elle aime, j'ai fait une surprise. Puis elle s'habitue un peu dans le laisser aller. Je suis d'accord avec toi, sauf que est-ce que tout le monde est capable... Est-ce que tous les hommes ont cette capacité-là? D'être capitaine, non. Oui, c'est ça. Parce que ça demande plus d'expérience de vie et de bagage. Les hommes pour qui c'est plus difficile, c'est les hommes, mettons, au début vingtaine, les jeunes. Ils n'ont pas d'expérience de vie, ils n'ont pas d'argent. En général, les femmes, ils mûrissent un peu plus vite. C'est un petit peu les mal-aimés. Ils ne sont pas encore vraiment beaux. Ils sont comme un petit peu entre les deux, tandis que les femmes, à partir du moment qu'ils sont femmes, ils commencent à avoir énormément d'attention des hommes. C'est comme nouveau. Ils deviennent comme femmes, puis ça se passe vite. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça. Fait que c'est sûr que... moi. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir un décalage. Puis je pense que c'est pour ça, naturellement, que en général, les femmes vont être hypergamiques, c'est-à-dire qu'ils vont aller
Plus haut que... Exactement. Parce que c'est une position naturelle. Puis la majorité des cas, encore une fois, chacun fait ce qu'il aime. Non, c'est vrai. Mais la femme va aimer regarder l'homme vers le haut en disant, ben, je peux me rapporter à lui, je peux avoir de la peine, je peux faire une crise, je peux être... Puis il va être là, il va me protéger, il va me sécuriser, il va savoir où on s'en va, il va pas dire « je le sais pas, j'ai peur ». C'est correct des fois, mais pas la majorité du temps. Mais si je comprends bien là, le concept, quand tu arrives pour définir ces rôles-là, quelqu'un qui est un leader naturel, qui a ça naturellement, c'est lui qui va arriver puis le définir dans sa relation, ça. Cette dynamique-là, ou qui va le nommer. Je pense que oui, des fois, il va pas le nommer, mais naturellement, c'est comme le passager va comme un peu s'intégrer à sa vie, naturellement. Parce que le passager va pas dire, ben, on prend une autre direction. Tu sais, si je suis... j'embarque sur un voilier, j'ai jamais fait de voile, je vais pas aller tasser le capitaine, dire hey, on s'en va là-bas puis tasse la voile là. je vais. Fait que deux capitaines peuvent pas, là. Ben, je pense qu'à ce moment-là, c'est là que c'est important d'avoir une discussion, puis je pense que c'est ça que les gens auraient beaucoup à gagner, c'est faire une introspection à savoir qu'est-ce que je me vois faire dans ma relation comme rôle. Puis il y a beaucoup de gens aussi que, naturellement, ce qu'ils vont faire, des couples que ça fait longtemps, puis peut-être que tu l'as vécu, c'est que la majorité des sphères, peut-être ton chum va être capitaine, puis il y a certaines sphères où lui te donne le lead. Puis ça n'a jamais été dit. Non. Mais l'affaire, c'est que si le capitaine apprend à être bien capitaine dans la plupart des zones où il est capitaine, il montre en même temps à l'autre c'est quoi faire le lead, c'est quoi prendre bien le lead. Puis lui, de son côté, ben, il va prendre le rôle de passager, puis ça a été clair, il l'a vécu avec toi, ce rôle-là. Puis ça crée vraiment une dynamique saine. Je pense que même, mettons, dans ma relation, les places que dans certaines sphères qu'on n'avait pas de rôle, c'est là qu'on avait des problèmes. Exactement. C'est exactement ça. Puis quand on a trouvé nos rôles, puis on a accepté nos rôles, tu sais, comme nous, on avait, c'est juste un petit exemple de même, mettons, les divertissements, les deux, on voulait pas être capitaine. Tu veux dire planifier les sorties, ces choses-là? Personne ne voulait choisir parce que, tu sais, puis là, ça nous fâchait les deux. Parce que là, c'est comme tu sais. Mais à un moment donné, moi, j'ai pris le lead là-dessus. Tous les voyages, c'est moi qui les organise, puis j'adore ça. Mais c'est la seule place un peu que je suis vraiment capitaine, c'est pour planifier nos voyages, mettons. Mais moi, j'ai une image de vous où c'est que tout de même s'il est le cadre puis il est le capitaine, ça reste toi qui est quand même au centre des projets, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il va construire le bateau autour de toi. Tu sais, s'il y avait un déménagement à faire... Choisis le voyage, mais lui... non, mais un déménagement à faire pour toi, pour ta carrière ou quelque chose que tu veux vraiment faire. Lui, j'ai l'impression qu'il ferait le move puis il ferait en sorte que ça se passe pour toi, au lieu de bâtir une vie autour de sa carrière à lui ou de ses projets. Ça peut quand même dire qu'il était le capitaine pour... Tu sais... Je le sens comme ça, là, mettons. Tu comprends? Moi, je sens qu'il est le capitaine dans votre relation. Mais souvent, tu sais, avec ce que Octavio dit, c'est que la relation avec le capitaine, ça va être autour de sa vie à lui, de ses... Pas toujours. De ses objectifs. Bon, ben... En fait... Et que c'est l'autre qui embarque. L'image, c'est encore une métaphore, puis... Ouais. C'est que, par exemple, moi, j'ai un bateau, j'ai un yacht ou j'ai un bateau pour faire de la vitesse, ou peu importe. J'ai un mode de vie qu'on va représenter dans un bateau qui est qu'est-ce que je fais au quotidien, c'est quoi mon statut social, c'est quoi mes divertissements, c'est quoi mes aspirations, etc. Donc, j'ai une vie. Et en général, le passager va regarder, dire, ben, est-ce que ce mode de vie-là m'intéresse? Oui. OK? Puis il va embarquer dedans. Après ça, ben... c'est certain qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes qui se créent dans cette dynamique-là. Comme tu l'as dit, quand les rôles sont pas clairs, c'est là qu'il y a de la friction. Ouais. Puis des fois, ben, il y a des relations, je pense, qui n'arrivent pas à fonctionner dès le départ dans le dating parce que les rôles ne se définissent pas naturellement puis les gens n'en parlent pas. Puis les gens font le rôle qu'ils veulent pas faire. Naturellement... Où les gens vont se retrouver... Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à faire des rôles de capitaine qui veulent pas le faire, qui le font parce que Colin, il n'y a jamais personne qui l'a fait comme du monde. Puis ça les fait chier puis la fille que 27 ans que je fréquente, c'est exactement ça. Elle a eu des rôles de capitaine dans toutes ses relations. C'est la première fois qu'elle a le rôle de passager. Elle pensait pas que ça se pouvait. Puis elle dit, mon Dieu, je peux pas croire que j'ai fonctionné de cette manière-là depuis aussi longtemps puis que j'étais aussi inconfortable à jouer ce rôle-là. Puis moi, j'ai fait l'inverse de mon côté. Fait que ça a été comme, waouh, mon Dieu, c'était où cette méthode-là, d'où ça sort? Puis, elle, maintenant, peut se déposer, se relaxer dans la relation. Elle n'a jamais été aussi peu anxieuse. Elle a arrêté les antidépresseurs, arrêté la nicotine. Puis
c'est incroyable. Ça a fait un changement 180 dans sa vie. C'est génial. C'est vraiment génial. Puis, pour revenir à ce que tu disais, ben, qu'est-ce qui arrive si, mettons, c'est par exemple le passager qui décide de la destination. Mm-hmm. Bon, on utilise encore la métaphore des bateaux. C'est que, ben, si tu pars, moi, je prends une direction. Je vais donner un exemple, mettons, avec un taxi. Mettons que tu prends un taxi à tous les jours, puis tu payes le taxi, puis vous vous rendez à une destination. Puis à un moment donné, ben souvent, il y a des relations qui vont se faire comme ça où le gars, il manque peut-être un peu de torque ou peut-être qu'il est avec une fille qui est vraiment beaucoup en amour, la fille est peut-être moins en amour ou il est dans une position un peu de faiblesse. Puis il va dire, ben je vais aller où la fille veut, puis elle va être contente. Fait qu'il fait ça pendant un certain temps comme un taxi. OK? C'est une métaphore, là. Mm-hmm. Puis au bout d'un certain temps, au bout de 3, 4, 5, 10 ans, à un moment donné, il va dire, ben, hey, ça fait vraiment longtemps qu'on fait ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse que moi je veux? Mais là, la relation s'est établie. Fait que c'est comme si ton taxi, après 5 ans, qu'à tous les jours tu vas dedans, tu lui dis où aller, t'embarques dans le taxi, puis il te dit, qu'est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui on va où moi je veux? Qu'est-ce que tu ferais? Mais tu débarquerais du taxi. T'as pas le C'est un choix peu ça de qui se faire un passe. peu les deux, par exemple. Il y a un consensus. Fait que, tu sais, comme je te dis, si les deux sont vraiment pas d'accord, les deux doivent avoir une discussion à part égale. OK? Tu devrais jamais prendre un taxi où tu veux pas aller pour faire plaisir à quelqu'un. Ou tu devrais jamais être un chauffeur de taxi si la destination te plaît pas. C'est ça. Mais ça va des deux côtés. C'est ta responsabilité de pas... Tu sais, mettons que... Tu sais, si le passager veut embarquer, il embarque, là. Oui, exact. Fait que... Tu devrais jamais faire quelque chose qui te tente pas pour faire plaisir à quelqu'un de base. Là. Ça, c'est clairement la base. Mais des fois, les gens se rendent pas compte que ça va revenir beaucoup d'années plus tard. En se disant, je vais tellement tout faire, qu'est-ce qu'elle veut, qu'à un moment donné, ça va être correct. Non, tu as créé une dynamique. C'est con. C'est ça, exactement. Ouais. Tu te pèles de la cochonnerie par en avant. C'est ta responsabilité de savoir ce que toi, tu veux. Ça aussi. Tu sais, c'est pas la mienne, là. Oui. Tu sais, c'est pas la mienne de savoir que toi, ça fait 10 ans que tu fais pas le bon trajet de taxi, là. Oui, exactement. Bon. À notre gang d'auditeurs, on va prendre une petite pause. On se revient pour une deuxième partie. J'espère que vous avez été nourris sur l'importance des rôles dans les relations. Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment contente. Merci, Octavio, pour cette ça passe part Ben, one. Part one. Part one. Puis on se relance tout de suite. Donc, ben, pour vous, dans 3 semaines. Merci. Puis, likez-nous sur tous nos réseaux. Regardez nos TikTok. Encouragez-nous de cette manière-là. Parlez du podcast à vos amis. Partagez-nous dans les commentaires ce que vous pensez des rôles, ce que ça représente pour vous. Puis, on est toujours intéressés de vous lire. Merci. Bonne journée.